Salut à vous tous. Comment allez-vous depuis la dernière vidéo 2. Avant de commencer, je vais revenir sur ce que vous avez peut-être vu ou entendu à TPMP, touche pas à mon poste. Vous avez un monsieur qui s'appelle Moundir, je connais que son prénom, qui nous a fait un superbe texte pour jouer la carte de ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que là, on est dans le duel du pathos, le duel du monopole du cœur, grande expression que tout le monde connaît. Et donc son texte, en gros, c'était les musulmans, on leur doit beaucoup, c'est les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les musulmans qui ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, et blablabla, et blablabla. Le lendemain, il y a eu, dans la même émission, une jeune femme qui s'appelle Juliette, pareil, le nom de famille m'échappe, qui lui a mis quand même un peu les points sur les i sur sa capacité finalement à déconstruire l'histoire, puisque si en effet nous sommes reconnaissants de la participation, alors ça c'est un autre débat, quand je dis participation, soit volontaire ou contraint, ça c'est le contexte de l'époque, mais elle a quand même rappelé que sur les 2 guerres mondiales, on estime à peu près 110 000 musulmans, alors français ou étrangers, mais intégrés dans les unités coloniales, toute la foire des subterfuges que l'armée française ou l'autorité française a utilisé pour intégrer ce que l'on appelle aussi les indigènes. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il existe en France des monuments qui sont à la mémoire justement de tous ces de ces autochtones, de ces contrées dans lesquelles la France avait une certaine ascendance, on va dire, soit par le biais du principe du comptoir, soit par le principe de l'administration, soit par le principe de la colonie ou du département, puisque quand même, rappelons que les Algériens, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient des Français, puisque l'Algérie était un département français. Enfin, rectifiez-moi si je me trompe, mais normalement, l'Algérie était déjà un département français pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'occupation. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, on ne dénie pas, on ne renie pas le fait qu'on a, allez, je vais utiliser le terme quand même, utilisé des musulmans pour aller combattre au nom et aux couleurs de la France. Ça, aujourd'hui, c'est une notoriété publique, on le reconnaît, on s'en excuse s'il faut, mais voilà, il y a une reconnaissance sur le fait que, au sein de l'armée française, les musulmans algériens, tunisiens, marocains, ou même, on peut même étendre jusqu'aux fameux tirailleurs sénégalais, sur les combattants nord-africains, que je vais... Voilà, on va appeler ça plus directement les indigènes, puisque c'est un terme qui est aujourd'hui utilisé pour décrire toutes ces personnes qui ont combattu aux côtés des soldats français pour la France. Donc ça, aujourd'hui, c'est de notoriété publique, c'est reconnu, on les respecte, il y a des monuments, on célèbre, on commémore, on en raconte les histoires, etc. Donc, il n'y a pas de déni là-dessus. Mais comme vous le savez, vous avez des gens qui se servent de ça pour essayer d'attirer d'un côté le sentiment de culpabilité de la France et de l'autre de dire sans eux, peut-être que la France n'existerait plus. Non, faut peut-être pas pousser trop loin le bouchon quand même. Sinon, si vous voulez qu'on s'amuse à ce petit jeu d'instrumentalisation de l'histoire, on va vous balancer dans la gueule que y a quand même des musulmans qui ont travaillé, qui ont opéré aux côtés de régiments du Troisième Reich. Ah oui. Donc, voilà, encore une fois de plus, ce monsieur s'amuse à finalement décontextualiser l'histoire pour servir son propos
Bon, d'une manière générale, que ce soit les invités ou même que ce soit les téléspectateurs, je pense que les téléspectateurs, ils ont compris que là, c'était un pignouf. C'est d'autant plus un pignouf qu'aujourd'hui, je suis tombé sur un info quand même assez croustillante. C'est que finalement, le texte qu'il a lu, c'est pas de lui. En fait, il a recopié mot pour mot, virgule pour virgule, un texte qui est un tweet qui date du 18 octobre 2020, tweeté par une certaine personne qui certainement avait l'intention de faire exactement le même impact avec ce genre de texte. Donc non seulement le mec, il a la malhonnêteté intellectuelle d'essayer de nous faire croire ou d'essayer de chanter un refrain qui essaie de simplifier ou qui essaie de provoquer l'émotionnel au sein de sa communauté. Parce que c'est ça hein, le but, c'est de dire aux musulmans, rendez-vous compte les musulmans, vous avez vu comment vous êtes traités en France, hein, alors que du sang musulman a coulé pour la France. Hein, c'est honteux. Non, non, c'est pas le cas. C'est pas, faut pas traiter, manipuler les choses comme ça. C'est malveillant. C'est malveillant et malhonnête. Et en plus, eh ben, il a la malhonnêteté finalement d'avoir fait un plagiat. Comme quoi, vous voyez, malheureusement, la situation devient compliquée parce qu'elle pousse des gens à nous prendre vraiment pour des cons pour nous vendre, de l'opiniâtreté, nous vendre du texte à la Mormone 2, nous vendre de la décontextualisation, nous vendre de la déconstruction. Et là, quand je dis déconstruction, à la limite, on peut même mettre les wokistes dans l'eau. Hein. Ah là là. Alors, sujet du jour, on va revenir, toujours dans la continuité de ce dont j'ai pu aborder dans certaines vidéos, la globalisation de la digitalisation, tout du moins la construction de l'identité numérique. Quand je dis l'identité numérique, c'est au sens large du terme, puisque là, vous allez bientôt voir l'arrivée de l'identité numérique, c'est-à-dire une sorte de carte d'identité numérique que vous pourrez installer sur votre téléphone portable. Alors, pour vous vendre le produit, évidemment, beaucoup de gens, de nombreux gens, ont plus fâcheuse tendance à oublier leur carte d'identité que leur téléphone. Ça sera évidemment l'argument qui sera utilisé pour vous vendre l'application de la carte d'identité numérique. Donc ça y est, c'est lancé, peut-être dans 2-3 ans, voire même dans quelques mois. Je crois d'ailleurs en France, ils ont déjà posé les jalons et ça va être mis en place l'année prochaine, en 2024. Donc vous aurez le droit d'avoir votre petite application avec votre identité numérique. Et qui dit identité numérique, dit la possibilité évidemment d'avoir accès à des informations personnelles. Alors, les informations personnelles, est-ce qu'elles seront stockées sur le téléphone portable ou est-ce qu'elles seront stockées dans un centre data, machin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utiliserez votre application, l'application devra avoir obligatoirement une connexion Internet pour pouvoir aller chercher les informations. Alors là, techniquement, je ne peux pas vous dire. Je pense que dans l'immédiat, pour être sûr que l'identité numérique fonctionne, ça serait plutôt une application avec un système sécurisé et dont les données seraient sur votre téléphone portable. Sauf que le problème, c'est que si vous perdez votre téléphone portable, vous perdez également l'application et vous permettez à des gens qui pourront hacker l'application et connaître toutes les informations sur vous selon le nombre de données, le nombre d'informations que cette carte d'identité possédera. Donc il y a de fortes chances que peut-être on s'oriente vers une carte d'identité digitale avec une connexion Internet, connexion digitale, de telle manière à ce que les données personnelles ne soient pas stockées sur votre téléphone. Si jamais vous faites piquer votre téléphone, au moins vous avez la sécurité que la personne qui vous a volé votre téléphone ne risque pas de réussir à débloquer l'application et d'avoir toutes les informations sur vous. Donc ça, voilà, techniquement, il faudra qu'on replonge sur la question pour savoir
comment ça va fonctionner. Mais derrière, vous avez l'Union européenne qui, elle, va mettre en place, ça y est, c'est parti, The Digital Wallet, le fameux porte-monnaie digital. Alors là, même principe. Vous aurez une application sur votre téléphone portable qui vous permettra de pouvoir effectuer vos transactions. Pour votre petite information, il faut savoir que ce système existe déjà en Chine. Si vous avez un jour l'envie d'aller en Chine, renseignez-vous, parce qu'il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas utiliser votre carte de crédit, voire votre application de votre banque. Il va falloir que vous preniez, que vous téléchargiez et que vous mettiez de l'argent sur une application qui est spécifique en Chine, qui vous sert déjà de mode de paiement. Donc l'application existe, donc on a déjà une expérience en temps réel en Chine. Donc du fait qu'on a une expérience en temps réel, dites-vous bien que ça va aller très vite. Donc identité digitale, porte-monnaie digitale. Reste comment ils vont faire pour introniser d'un côté le quota carbone, parce que c'est un projet, quitte même utiliser le quota carbone et l'intégrer à une sorte de crédit social. C'est-à-dire, si vous êtes un bon élève ou un mauvais élève, eh bien vous aurez le bénéfice de certains droits ou pas. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui date de quelques semaines. Donc le fait que je revienne dessus, c'est parce que là, les choses commencent à se concrétiser. Pour mémoire, je rappelle que vous avez été testé sur votre résilience, sur votre acceptation, sur votre consentement avec la période du Covid. Souvenez-vous, la fameuse application Covid que vous deviez télécharger, que vous deviez présenter pour pouvoir aller dans un restaurant ou dans un cinéma, c'était un test. C'était un test pour savoir est-ce que les Français vont accepter finalement de se soumettre à un système qui décidera si oui ou non ils ont le bénéfice d'une liberté d'aller au restaurant ou au cinéma. Donc allez-y, bon enfant, dites-vous bien que c'est parti. C'est parti d'autant plus que c'est surtout vous en Europe qui allez être les plus sujets à l'expérience, parce que ici aux États-Unis, le problème c'est que le dollar, le billet dollar, si vous voulez, parce qu'évidemment le porte-monnaie digital a vocation à terme à limiter, voire faire disparaître les espèces, c'est-à-dire l'argent liquide. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de pans de l'économie et de la population américaine qui continuent à fonctionner avec des espèces, qui plus est, une grande portion d'Américains, et quand je dis une grande portion d'Américains, là on compte en millions, en dizaines de millions d'Américains qui, par leur situation sociale et économique, n'ont pas accès au mode de paiement, que ce soit une carte bleue, un chéquier, et ne peuvent utiliser que le liquide. Qui plus est, le liquide a permis aussi de développer un énorme marché de ces entreprises qui ont à charge de permettre à ces gens de pouvoir payer leurs dettes, de payer leurs factures. Vous avez par exemple des officines type un peu dans le style, si vous voulez, de Western Union, par exemple. Vous connaissez certainement Western Union. C'est-à-dire que c'est des endroits où vous pouvez ouvrir un compte, mais c'est juste un compte de dépôt. Et avec ce compte de dépôt, eh bien, vous allez chercher de l'argent. Donc, il n'y a pas de distributeur, il y a des guichets. Donc, vous pouvez demander à la personne d'avoir 20, 30 ou 50 dollars, etc. Et ces officines travaillent avec d'autres organismes, dont Western Union, pour justement permettre à des gens d'envoyer ou de recevoir de l'argent liquide. Et ces agences ont des agréments pour permettre à ces personnes de pouvoir payer la facture d'électricité, payer la facture de gaz, payer même leurs impôts. C'est-à-dire que les gens
qui ont des difficultés pour pouvoir payer leurs impôts ont des échelonnements et par l'intermédiaire de ces officines, quand ils travaillent, quand ils réussissent à trouver un boulot et puis qu'ils arrivent à se faire quelques centaines de dollars, et bien sur les centaines de dollars qu'ils font, ils vont à l'officine, ils mettent une centaine de dollars sur leur compte et ils disent à l'officine, voilà, je veux payer avec ces 100 dollars là, je veux payer mes impôts de ce que je dois payer, etc. Donc, vous voyez, l'argent liquide aux États-Unis, le faire disparaître du jour au lendemain, c'est pas possible. Ça va mettre, s'il y a une volonté véritablement de faire disparaître l'argent liquide aux États-Unis, moi je pense que ça va mettre encore 10 ans. Parce qu'il va falloir 10 ans pour mettre en place des outils de substitution. Déjà, il y a un outil qui existe aux États-Unis depuis de nombreuses années, c'est par exemple, vous avez certainement entendu parler des fameux, alors le terme exact je ne me souviens plus, c'est des sortes de bons alimentaires. Ces bons alimentaires comme vous avez en France. Bien comme en France, les bons alimentaires, c'est pas de l'argent qu'on donne aux gens, c'est de l'argent qu'on donne, mais en réalité c'est un compte. C'est un compte bancaire ouvert au nom de certaines personnes et la prestation sociale verse l'argent sur le compte et après les personnes, c'est à elles d'acheter ce dont elles ont besoin. Sauf qu'évidemment, il y a eu beaucoup de lobby sur ce système-là pour permettre aux gens en fait d'acheter ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si on leur verse 400 dollars sur ce compte à la semaine pour acheter à bouffer, ou payer les factures pour le chauffage, l'électricité, etc., vous avez des gens qui en fait achètent 400 dollars, en fait ils achètent une télévision, ils achètent une console de jeu, ils achètent des jeux. Il était question il y a quelques années même de faire il y avait un texte qui avait été déposé au Parlement américain pour interdire l'achat de tickets de loterie avec ces fameuses cartes. Ça a été rebooté, évidemment. Donc déjà, les plus pauvres qui ont le bénéfice des bons alimentaires, eux sont déjà dans un système avec une carte, machin, et qui plus est, si jamais il y a un contrôle par rapport à l'usage qui doit être fait, et si on se rend compte que les personnes ont fait un usage autre que ce pourquoi normalement ils ont accès, et on leur coupe les vivres. Et ça, vous prenez cet exemple-là, vous l'étendez à un contrat social, vous l'étendez à un contrat de quota carbone, et voilà. Et voilà comment on réussit à soumettre les peuples. Mais entendons-nous bien, ils feront tout pour vous présenter la chose de façon très ludique, très pragmatique, très facile d'utilisation, puis rendez-vous compte, ça va vous faciliter la vie, etc. Oui, non mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, ça va vous faciliter la vie. Mais attention, l'usage que vous allez en faire va donner l'autorisation, à un moment donné, d'avoir un contrôle sur vous. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, ça leur passe à côté. Je vous donne un exemple pour terminer. Vous avez peut-être vu passer des gens qui font un copier-coller d'un texte, disant voilà, prenez ce texte-là, copiez-le sur votre page, publiez-le sur votre page Facebook, et ainsi vous êtes protégé par rapport à l'usage que peut faire Facebook de vos données personnelles. C'est un texte du genre je n'autorise pas Facebook à utiliser mes photos, mes machins, etc. Alors là, c'est un truc qui a déjà circulé il y a quelques années, mais là ça y est, il y a plein de gens qui sont en train de reposter, de republier ce texte sur leur page. Sauf que le problème, c'est que ça ne sert strictement à rien. Ça n'a aucune valeur légale. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes un usager de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de Twitter, je ne sais plus quel autre d'autres réseaux sociaux qui existent. Alors pareil, Snapchat, etc.
Quand vous ouvrez votre compte, souvenez-vous, il y a un moment donné, vous cochez une petite case en disant « Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation ». Évidemment, c'est le genre de truc que vous ne lisez jamais. Et bien, dans les conditions d'utilisation, eh bien, en réalité, vous autorisez Facebook, en échange de la gratuité de l'usage du réseau social, tout simplement de pouvoir utiliser les données personnelles pour faire des propositions, pour faire du ciblage commercial, etc. Mais en réalité, c'est derrière utiliser les informations pour faire du fichier. Et ces fichiers, qu'en fait Facebook, il les vend. Donc ce que vous pouvez marquer sur votre page Facebook en disant oui, non, je n'autorise pas, ça n'a strictement rien à voir puisque vous avez donné votre consentement. En cochant la petite case. Même quand Facebook vous envoie une notification d'une mise à jour des conditions d'utilisation, est-ce que vous lisez les conditions d'utilisation? Est-ce que vous lisez le texte qu'il vous envoie? Non, vous allez directement à cocher la case, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation. Et après, ne vous étonnez pas que si sur Google vous tapez une recherche quelconque, tout d'un coup, quand vous allez immédiatement derrière sur Facebook, vous renouvelez la page et tout d'un coup, vous avez des publicités qui vous sont proposées sur ce que vous venez juste de taper il y a 1 ou 2 minutes sur Google. Parce qu'ils s'échangent les informations. Et ça, vous n'y pouvez rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre strictement le minimum de choses sur Facebook ou d'utiliser au strict minimum les réseaux sociaux. Et là, vous allez peut-être limiter la casse. Donc surveillez bien parce que ça évolue. En plus avec des accords comme celui de l'OMS, où d'ailleurs on a le président de l'OMS qui se plaint des complotistes parce que les complotistes sont en train tout simplement de révéler un petit peu ce qui est caché derrière ce traité. Et on en reparlera. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.